Ok, donc il y a 91 participants. Tu peux voir les participants, Charline? Non, À je droite, ne sais pas. un petit écran. Alors, Non. attendez. Bonjour à tous. J'écris un message. Je ne sais pas si vous nous entendez. Si vous nous entendez, ce serait top de mettre un petit message dans le chat. Je vous ai envoyé un message moi aussi. Ah, si, On a c'est des bon. pouces. Parfait. Voilà, les petits plus, c'est magnifique. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat ou pas? Je ne sais pas si ça, c'est juste une réaction. Ah non, ils ne peuvent pas écrire. Ok. Là, justement, je vais régler ça pendant que tout le monde arrive. On essaie de commencer à 18h05. Une heure, ça passe vite. Alors, vérifie par setting. Je suis en train de regarder. Ok, donc là, vous ne pouvez pas écrire. Donc, je sens que si j'arrive pas à trouver comment vous pouvez écrire, ça va envoyer que des plus et des moins. Ok, baissez toutes les mains. Ok, génial. J'ai les settings. Bon, on va commencer et je vais chercher ça pendant qu'on discute. Je pense que je vais trouver. Je suis pas la bonne. Juste, j'enlève ça. Ok, bon, ben let's go, c'est parti. Bon, ben merci à tous d'être venus. Il y a eu énormément d'inscrits, vraiment beaucoup. Je crois que vous êtes à peu près 500, vous êtes inscrits sur le webinaire, 495 à peu près. Bon, du coup, c'est bon signe. Ça veut dire que le sujet intéresse. Je me présente rapidement et ensuite, on pourra enchaîner avec la première slide et ta partie, toi, Charline, aussi. Donc, Okay. je m'appelle Yanis, je suis neuropsy. Neuropsychologue depuis 6 ou 7 ans maintenant. J'ai travaillé beaucoup en CNPP, donc avec des psychomotriciennes surtout. Donc c'est sur ce poste où j'ai appris un peu votre métier. Je ne le connaissais pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai créé une première société qui s'appelle Neurobase, donc dans le domaine de la santé aussi. Et là, ensuite, il y a un projet tout récent, Brio, que je vais vous présenter. Et puis voilà, donc on est ensemble pendant 1 heure environ. Ça finit à 19h. Restez jusqu'à la fin, on va vous présenter comment faire des restitutions un peu plus impactantes avec des vidéos, etc. Et vous présenter vraiment Brio, comment ça fonctionne. Et puis voilà, donc Charline, je te laisse te présenter. Let's go, je crois que pas mal te connaissent déjà de ce que j'ai pu voir. C'est possible, c'est possible. Donc, Charline Rabier, je suis psychomotricienne. Donc, je travaille principalement en cabinet libéral. Je suis également formatrice et
responsable de l'ingénierie pédagogique dans l'organisme de formation de Goéland, que plusieurs doivent connaître aussi. J'ai vu des noms passer qui me disent bien quelque chose. Et donc, voilà, je porte en tout cas beaucoup d'intérêt à la prise en charge des troubles du neurodéveloppement et particulièrement à la psychoéducation dont on va parler juste après. Yes, psychoéducation, on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, moi, on m'en a pas vraiment parlé pendant mes études, etc., même quand je suis arrivé en poste. Et pourtant, c'est un élément, je trouve, vraiment hyper important dans la prise en charge. Moi, tu as beaucoup plus bossé dessus que moi, Charline. Donc, on en est où? On va présenter la suite. Vous voyez tous mon écran? Envoyez-moi un petit plus si vous voyez la présentation. OK, oulala, ça est. Allez, OK. Parfait, parfait. Let's go. OK. Déjà, première slide, celle-là, elle est pour moi. Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Vous pouvez mettre un petit plus si oui ou non vous avez vécu cette situation. Ou moi, perso, je l'ai vécu quand je travaillais en CMPP. Je suis en train de faire ma restitution et je sens que l'enfant, déjà, il est presque pas là. Il est là sans être là. Les parents, ils me disent oui, oui. J'ai l'impression qu'ils ont 15 000 questions, mais j'arrive pas à être dans leur tête pour savoir quelles questions ils veulent me poser, etc. Et pourtant, moi, quand j'ai commencé, j'essayais toujours j'imagine que vous le faites aussi, mais d'être le plus simple possible. Mais parfois, même être simple, c'était trop compliqué. Il y a un proverbe qui dit c'est compliqué d'être simple. Mais par exemple, quand j'essayais d'expliquer dyspraxie ou alors même TDAH à mes débuts, j'avais du mal à être simple. Je ne sais pas si toi aussi, Charline, ça te le fait parfois en restitution. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu cette situation? Il y a les diagnostics qui sont compliqués à expliquer. Il y a aussi tous les fonctionnements, le fonctionnement sensoriel, par exemple, c'est quelque chose qui est délicat à expliquer à des parents qui n'ont pas de connaissances à ce sujet-là. Il n'y a pas que les troubles finalement. Et quand on arrive à la fin de notre bilan, comme tu dis, oui, 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 mais oui, oui, qu'est-ce que vraiment ils en ont compris? Et c'est là que c'est intéressant de voir, d'aller même les questionner là-dessus. Mais finalement, voilà, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Et quand on pose cette question-là, on se rend compte que ouais, peut-être on a été trop complexe ou on a voulu apporter trop de choses d'un coup. Et c'est en ça où ce qui arrive derrière va être fort intéressant. Yes, c'est vrai que les oui, 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 j'ai compris, allez-y. Ça me rappelle des situations quand j'exerçais encore. Bon, bah, du coup, let's go. Je crois que la slide numéro 2, elle est pour toi. Alors, attends. OK, let's go. Donc là, voilà, comprendre, c'est déjà commencer à progresser. Je te laisse la parole, Charline. Alors là, on va évoquer, pareil, si on parle de psychoéducation, c'est important de retracer un petit peu d'où ça vient et surtout quelles sont les répercussions aujourd'hui. Et voilà, on a choisi de parler de deux études, une qui porte sur le TDAH, une qui porte sur le TSA. Donc voilà, psychoéducation, c'est un grand mot, mais finalement, ça a été quand même étudié, solidement étudié, avec des études récentes, et particulièrement dans les TND. Et donc aujourd'hui, quand on fait de la psychoéducation, on va expliquer après en quoi ça consiste, mais quand on en fait, on sait qu'aujourd'hui, ça va venir améliorer les comportements et l'implication de l'enfant. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Mais un enfant qui comprend mieux ses difficultés, forcément, derrière, il va davantage comprendre comment il fonctionne, comprendre son trouble. Ça va aussi favoriser l'autorégulation de l'enfant et puis ça va aider l'enfant à s'engager dans la prise en charge plus facilement. Une deuxième chose qui ressort, c'est le fait que ça va venir renforcer la relation parent-enfant. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Le parent, il va forcément changer de regard sur l'enfant quand il aura compris que l'enfant, il ne fait pas exprès de s'agiter, par exemple, quand il aura compris que c'est toute une question de sensorialité quand il remue dans tous les sens. Donc, mieux je comprends le fonctionnement de mon enfant, et bien plus je vais être tolérant, plus je vais pouvoir m'ajuster. Et plus finalement, il va y avoir une diminution des interactions qui peuvent être conflictuelles. Et, voilà, on va souvent parler du TDAH, mais ça peut être le cas. Voilà, on a vraiment une amélioration de la relation parent-enfant. Quand on fait de la psychoéducation, on s'aperçoit aussi derrière qu'il y a une réduction du stress parental, du stress possiblement finalement intrafamilial. Et donc, ça, on sait, le stress, c'est un peu le poison du TDAH. Plus il y a de stress intrafamilial, plus la symptomatologie, elle va être importante. Et donc, de venir réduire ce stress-là, ça va forcément se répercuter sur la suite. Donc, le fait de réduire le stress, ça va aussi indirectement améliorer tout ce qui est la culpabilité parentale aussi.
Donc ça, c'est pas rien. Et puis, le dernier point qui ressort des études, c'est que quand on fait de la psychoéducation, on va améliorer l'adhésion au suivi. Alors, on parlait de l'implication de l'enfant, mais il y a aussi l'implication des parents. Mieux je comprends mon enfant, mieux je sais sur quoi va jouer la rééducation, plus je sais pourquoi elle doit investir cet outil-là, puisqu'il va se répercuter sur ci ou sur ça. Et donc, forcément, les parents ils vont davantage aussi s'impliquer dans les rééducations. Et donc, tout ça, voilà, forcément, ça vient jouer sur l'alliance thérapeutique, ça vient jouer sur l'engagement des stratégies que l'on va proposer par la suite. Et puis, c'est forcément un enjeu sur l'impact global et la vie quotidienne de notre patient. Donc, C'est tout vrai ça, que... Ah, je pardon, me vas-y. permets juste parce que Yanis, il y a le livre qui est en photo. Oui. Tout simplement, voilà, c'est un livre qu'on a coécrit avec ma collègue Gaëlle Blerbach et dans lequel on va beaucoup parler de psychoéducation et vous retrouverez ces études détaillées dans le livre. Et je recommande le livre. J'ai parlé avec pas mal de psychomotriciens pour créer ce webinaire du coup pour créer Brio, j'ai échangé avec beaucoup de psychomotes qui m'ont conseillé le livre. Certains l'ont lu, donc c'est top. Et je rebondis juste sur quelque chose. C'est vrai que parfois, quand les parents sont pas impliqués parce qu'ils n'ont peut-être pas compris la prise en charge, les répercussions, ben, on se retrouve parfois avec des parents qui ah, j'ai oublié le rendez-vous. Ah, ok. Ah, c'était mardi. Ah, ok. Est-ce qu'on peut décaler la semaine pro? Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris l'impact de la prise en charge. Et du coup, ça découle de la psychoéducation. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vraiment du vécu. Ça me rappelle quand j'étais en poste au début. Et je me disais, c'est pas possible, c'est pour leur enfant. Et j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose, quoi. J'ai mal expliqué. Et ça, Donc, je pense que c'est de notre responsabilité. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. On entend souvent, oui, mais bon, le parent, il fait que déposer son enfant. Oui, mais bon, le parent, il s'investit pas. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que professionnel d'aller chercher les parents et de trouver les outils qui vont leur permettre derrière de s'investir. Je pense que c'est aussi une grosse part de notre responsabilité à nous en tant que professionnels. slide suivante. Allez. Ok. Juste, je précise, en fait, j'ai trouvé pour le chat, vous pouvez poser des questions. Et ensuite, on peut répondre aux questions. Donc là, je vois l'onglet questions. Il y a déjà beaucoup de questions. Donc, vous pouvez, dans l'onglet questions, je crois que vous pouvez poser toutes les questions nécessaires. Et je choisis une question et j'y réponds. Désolé si je n'arrive pas à choisir toutes les questions. Je suis solo. Mais voilà. Alors, slide suivante. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on va faire de la psychoéducation? Ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, il y a des moments clés, hein, forcément, il y a des moments qui sont plus opportuns. Par exemple, on va souvent et presque toujours, j'ai envie de dire, faire la psychoéducation. Une fois qu'on a rendu notre bilan, on fait le compte-rendu du bilan psychomoteur. Ça, c'est une chose. C'est voilà, c'est déjà un premier temps où on prend du temps autour du fonctionnement de l'enfant. Et puis, il y a ce deuxième temps, j'ai envie de dire, qui vient juste après, où là, une fois qu'on a mis en avant les difficultés de l'enfant, on va prendre le temps de venir vraiment les expliquer, mais pas en 2 minutes et pas entre deux portes. On va prendre vraiment un temps pour ça, une séance qui va être dédiée à cette psychoéducation, où on va expliquer le trouble, on va expliquer le fonctionnement, on va voir tout ce qu'on peut expliquer en psychoéducation. Je pense que ça, c'est un premier moment clé, parce que engager une rééducation sans avoir pris le temps d'expliquer à la famille le trouble de l'enfant, d'expliquer son fonctionnement, c'est une rééducation qui sera forcément moins efficiente et moins réactive derrière. Donc, premier moment clé. Mais finalement, la psychoéducation, elle va être très transversale. On va la voir aller, venir, parce que à partir du moment où on va pouvoir donner une information, on va transformer ce temps-là en psychoéducation. On parle par exemple d'un outil, d'une stratégie, d'une méthode. Je suis psychomotricienne, donc j'utilise par exemple la méthode coop. Je vais prendre du temps pour expliquer aux parents qu'est-ce que la méthode coop. Ce sera de la psychoéducation. Je veux introduire un timer dans la vie de l'enfant, je vais prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que le timer, comment on s'en sert, etc. Ça, c'est des temps de psychoéducation qui vont aller venir au cours de la prise en charge de l'enfant. Donc voilà, il y a des moments clés, mais finalement, ça va revenir assez souvent. Là, je vais vous parler des... Alors, je ne sais pas si Yanis, tu voulais rebondir sur les moments clés, mais... Non, je parlais justement du timer. Ça paraît tellement évident, nous, à quoi sert un timer, comment l'utiliser, que c'est vrai qu'en fait, parfois, on en parle très peu enfin, c'est tellement évident qu'on ne reste pas assez longtemps dessus, alors qu'on devrait donner des exemples, comment l'appliquer en vie quotidienne et surtout, c'est quoi l'objectif de le mettre en place, quoi. Donc, ouais, je rebondis là-dessus, tu as raison. Et
voilà, pour moi, cette psychoéducation, c'est un peu un pont entre je comprends comment fonctionne mon enfant et comment je vais agir derrière. Et c'est un peu le pont entre les deux. Donc, que ce soit pour des stratégies ou pour, voilà, pour une rééducation. Euh, voilà, on va voir après les 3 dimensions, hein, qu'est-ce qu'on doit impliquer dans cette psychoéducation. Alors moi, voilà, j'en parle souvent en 3 dimensions. Je trouve qu'il y a une première dimension dans la psychoéducation qui est une dimension explicative et pédagogique. Donc là, c'est plutôt un moment où on va donner de l'information, on va venir nommer les difficultés de l'enfant, ses forces aussi également. Hein. On va venir expliquer un trouble, mais ça encore, c'est une chose dans la psychoéducation. Souvent, j'entends, oui, mais bon, quand il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas faire de psychoéducation. Eh bien si, parce que la psychoéducation, elle ne se fait pas forcément sur un trouble, elle va se faire aussi sur un fonctionnement cognitif, un fonctionnement sensoriel, un fonctionnement émotionnel. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un trouble, un diagnostic de poser pour faire de la psychoéducation. Et puis, dans cette dimension explicative et pédagogique, ben forcément, on va essayer de donner du sens au fonctionnement de l'enfant, du sens aux symptômes, du sens à tous ses comportements. Il y a une deuxième dimension qui va être une dimension plutôt émotionnelle et relationnelle. Forcément, c'est un temps où justement on va prendre le temps d'écouter les parents, d'écouter leur ressenti, comment ils accueillent les difficultés de l'enfant, comment ils les ressentent. On va prendre le temps de peut-être discuter autour de la culpabilité, de la fatigue, de l'incompréhension. Et puis, tout ça, ça va venir soutenir la relation. Et cette psychoéducation, je trouve que c'est une belle porte d'entrée dans l'alliance thérapeutique. Parce que les parents, finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin d'une séance de psychoéducation? Ben, c'est merci d'avoir pris le temps, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'expliquer aussi les choses. Hein, donc, c'est voilà, une dimension aussi temporelle. Et puis, il y a une dimension très pratico-pratique où là, cette psychoéducation, ok, on donne de l'information, on donne de la connaissance, mais il faut aussi aller un petit peu d'emblée, on va dire, sur des stratégies, sur des outils, sur des choses qui vont être concrètes et applicables rapidement. Et donc, dès la psychoéducation, on peut déjà aborder des pistes, des stratégies. On transformera évidemment par la suite en objectif SMART, par exemple, mais on va déjà aborder des premiers objectifs un peu peut-être général, et par derrière, on les approfondira. Et comme je disais, la psychoéducation, elle peut aussi revenir plus tard dans la rééducation, et là, on peut vraiment cibler une stratégie, cibler une adaptation, un outil, et voilà, on peut être une séance entière sur un outil. Être inventif. C'est ça. Ok, donc ça, c'est vraiment toutes les dimensions de la psychoéducation. Il y a une question pour toi. Est-ce que vous faites de Marie, est-ce que vous faites la restitution avec l'enfant, point d'interrogation, car cela peut être long, mais par contre, psychoéducation avec l'enfant. Alors, c'est une très bonne question. Mhm. C'est une très bonne question dans le sens où psychoéducation, on parle souvent beaucoup des parents, mais évidemment que cette psychoéducation, on la doit aussi aux enfants. Un enfant, il ne va pas comprendre pourquoi on est en psychomotricité s'il n'a pas compris comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on va travailler derrière, etc. Donc, elle est aussi importante et pour les parents et pour l'enfant. Est-ce qu'on va la faire ensemble? Peut-être pas. Parfois oui, parfois non. Il n'y a pas de réponse. On va dire, si on prend l'exemple d'un enfant TDAH, effectivement, si on veut que le parent il soit disponible pour entendre, comprendre, pour être écouté, peut-être que d'avoir que les parents, c'est plus opportun, et puis de différer la psychoéducation avec l'enfant à un autre moment avec des mots plus ajustés, des supports plus ajustés. Donc ça peut être 2 temps différents. J'ai envie de dire, il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment de la logistique et voilà de l'enfant, comment il peut réagir à tout ça et de quel espace a besoin le parent à ce moment-là aussi. Hein. Et oui, du coup, je parlais avec des praticiennes qui, elles font une restitution, une psychoéducation, pardon, lors de la restitution avec les parents, il y a l'enfant. Et ensuite, ce qu'elles font, c'est que durant la première séance de suivi, elles refont la psychoéducation quand il n'y a que l'enfant. Donc, il y a certaines, je crois, qui séparent un peu les deux. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne sais pas. C'est vrai que ça dépend souvent de la logistique aussi. Alors, ça, je pense qu'il n'y a pas de règle non plus.
moi, je vais vous parler de ce que moi j'aime faire. Moi, je pense qu'une restitution de bilan, c'est déjà quelque chose de conséquent et d'important. Et quand les parents, ils ont déjà entendu toute cette restitution, à mon sens, ils ne sont pas tout de suite disponibles pour rebondir sur la psychoéducation. Et moi, j'aime beaucoup leur proposer un temps où voilà, je leur dis, là, on a vu ensemble le bilan, on a posé des choses, vous avez entendu des choses, et j'aimerais qu'on y revienne dessus et prendre le temps d'expliquer vraiment le fonctionnement. Et pour moi, ça peut être un temps vraiment voilà, qui se fait par la suite, un temps qui est vraiment dédié à ça. Et il me semble que les parents sont quand même plus disponibles pour entendre. Ils ont pris du recul aussi sur tout ce qu'on venait de dire en restitution. Ils ont du coup eu des questionnements en plus. Et tout ça, voilà, je pense que ça nourrit aussi la séance qui va suivre de psychoéducation. Mais ça, c'est mon regard à moi. Ok. Slide suivante ou on reste sur celle-ci? Je ne sais pas où on en est. On peut y aller sur la slide suivante. Je te rappelle que j'ai que 10 minutes. Donc... non, prends ton temps, t'inquiète pas. Vas-y. On va parler des moments clés. Hein. Je disais à Yanis que la psychoéducation, on pourrait en parler pendant 3 jours. Donc, voilà, on va essayer d'aller à l'essentiel, mais c'est évident qu'il y a énormément à dire. Donc là, ça me tenait à cœur d'aborder ces différents temps de psychoéducation sur le comment on peut mener une séance de psychoéducation. Alors, forcément, on a un premier temps qui va être l'accueil et le cadre. Hein. On va prendre le temps d'énoncer aux parents, mais pourquoi on se rend compte, quel va être l'objectif de cette séance. Hein. Et la psychoéducation, même si je la porte sur le TDAH, par exemple, elle ne va pas être la même d'un patient à l'autre parce que nos parents, ils partent pas du même niveau de connaissance. Et ça va être hyper important de venir sonder un petit peu, mais d'où ils partent, ces parents. Et peut-être qu'on peut leur poser la question, mais qu'est-ce que vous savez déjà sur le sujet? Si vous avez des parents qui connaissent déjà très bien le TDAH parce que le grand est TDAH, parce que, peu importe, ils connaissent déjà le TDAH, peut-être que vous allez partir tout de suite sur de la neurobiologie, par exemple, parce qu'ils ont déjà un certain niveau de connaissance. Pour d'autres, ils peuvent découvrir le trouble. Du coup, ils partent de zéro. Et là, notre psychoéducation ne va pas démarrer de la même façon. Donc, c'est toujours qu'est-ce que vous savez déjà, quels éléments vous aimeriez mieux comprendre sur le trouble. Et donc, de là, on va vraiment ajuster cette séance de psychoéducation. On va aussi l'ajuster alors au niveau de connaissance, mais aussi au niveau, tout le monde mérite une psychoéducation. J'entends si souvent, oui, mais bon, cette maman, elle est déficiente, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de faire de la psychoéducation. Bien sûr que si, tout le monde mérite de comprendre le fonctionnement de son enfant. Par contre, ça va être de notre responsabilité à nous d'ajuster notre psychoéducation. Peut-être qu'on n'aura pas les mêmes mots, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes supports, mais tout le monde mérite de comprendre le fonctionnement de son enfant. Et ça, c'est notre rôle à nous d'ajuster notre psychoéducation. On peut la faire à des parents qui parlent peu français. Aujourd'hui, on a quand même plein d'outils qui nous permettent de faire de la psychoéducation de qualité à tout le monde. Et ça répond à la question de Lucie. Lucie, justement, elle pose cette question. Comment faire lorsque la famille présente des difficultés de compréhension du français ou des mots plus techniques à utiliser? On peut vulgariser un peu notre psychoéducation. On n'est pas obligé d'aller aussi loin avec toutes les familles. On peut vraiment faire de la psychoéducation peut-être en résumant, vraiment en vulgarisant, en utilisant des mots beaucoup plus simples. Je parlais de neurobiologie, ben oui, parce que quand on fait la psychoéducation du TDAH, c'est important d'aller dans la neurobiologie pour comprendre le fonctionnement de l'enfant. Peut-être qu'on n'ira pas avec toutes les familles, et c'est pas grave. L'important, c'est que la famille derrière, elle ait les capacités à s'ajuster à son enfant. Ok, j'espère qu'on a répondu à ta question, Lucie. Il y a encore une petite question. Ah, vas-y. Est-ce que vous dites à la famille que vous faites une séance de psychoéducation à la nommant en tant que telle? Oui, moi, je la nomme comme ça. En tout cas, je dis bien que, ok, bah, on vient voilà, possiblement un TDAH. D'ailleurs, on voit bien dans les dernières recos que, d'ailleurs, ça, il faut qu'on le dise, mais dans les recos du TDAH, on ne nous demande pas d'attendre que le diagnostic soit posé pour mettre en place des choses. Hein. On nous dit bien en cours de diagnostic. Donc, cette psychoéducation, on a amené à la faire peut-être un peu plus rapidement aussi maintenant. Et je la nomme comme ça. Je dis bien, voilà, votre médecin vient de valider un TDAH. Est-ce que vous savez ce qu'est le TDAH? Est-ce qu'on a pris le temps pour vous de vous expliquer ce qu'est le TDAH? Ben non, j'ai pris des infos sur Internet. Oh, TDAH et Internet. Oh là là. Donc, est-ce que vous accepteriez qu'on prenne un temps
de psychoéducation où je prends le temps de vous expliquer qu'est-ce que le TDAH. Et je le nomme comme ça. Et j'anticipe, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent à faire payer une séance où on ne reçoit pas l'enfant et où on donne juste de l'information. Mais osez le faire parce que les parents vous remercient de ça. Et derrière, vous serez encore une fois beaucoup plus efficace. Ça appartient à beaucoup de psychomotriciens. Justement, tu répondais à la question aussi d'une participante qui demandait comment faire pour justifier une séance en plus qu'avec le parent sans l'enfant. Donc, tu as répondu avant qu'on dévoile la question. Je passe au point 2, Oui, l'apport de connaissances et le format. Donc, on l'a vu, hein, on va expliquer le trouble. On l'a dit, pas que le trouble, ça peut être un fonctionnement, un symptôme. On va expliquer des outils, des supports. On va expliquer des stratégies d'adaptation. Et donc, pour tout ça, il nous faut forcément un format intéressant, un format qui intéresse, un format qui capte les parents et l'enfant. Et pour ça, il ne suffit pas de transmettre comme ça de la connaissance. On risque de perdre tout le monde. Ça risque d'être très long. Donc, au moment où on a écrit le livre, on a cherché plein d'idées de comment on peut mener cette psychoéducation, quel support utiliser, quel support on utilisait déjà. Et moi, je ne connaissais pas Brio il y a quelques semaines. Donc moi, j'ai nommé des choses comme ça que vous allez retrouver finalement par la suite. J'ai nommé des petites bandes dessinées, des vidéos, utiliser des supports visuels, utiliser des cartes mentales. Ça tombe bien. Brio aimé par la suite. Mais en tout cas, l'idée, c'est peut-être de s'appuyer sur différents supports qui sont plus accessibles pour certains, plus accessibles pour d'autres. Ça peut être, moi j'aime beaucoup utiliser les quiz, par exemple, les quiz numériques maintenant, ça se fait très bien. Chaque parent se connecte, on fait un petit jeu sur qu'est-ce que le TDAH, on pose plein de questions. Ça permet de sonder là où ils en sont dans leurs connaissances. C'est ludique. Voilà, c'est des choses qui passent très très bien. Des diaporamas, Cette psychoéducation, elle se fait aussi en groupe, hein, parfois quand on l'intègre dans les PEHP. Donc c'est pareil, là c'est aussi hyper important d'avoir quelque chose qui est suffisamment dynamique pour créer justement cette dynamique de groupe quand on fait la psychoéducation en groupe. Donc voilà, ça les supports, j'en parle pas plus longtemps parce que derrière, on va avoir une belle démonstration. On va en parler, ouais. Et puis le point numéro 3, c'est faire du lien avec le vécu du patient. C'est pareil, si je parle du TDAH de manière générale, sans jamais rattacher au fonctionnement réel du patient, les parents ne vont pas forcément se reconnaître. Donc là, il va falloir créer un ancrage dans le quotidien. Et on doit prendre en compte forcément les spécificités de l'enfant, son histoire, ses ressentis, ses expériences quotidiennes. Et donc, il va falloir forcément individualiser son discours. Et si je prends l'exemple d'une psychoéducation, je ne sais pas, sur le TSA, par exemple, sur le trouble du spectre de l'autisme, peut-être que pour un enfant, je vais l'axer sur l'hypersensibilité, alors que pour un autre, je vais l'axer sur les relations sociales, par exemple. Et pour autant, le trouble est le même, mais les difficultés des enfants ne sont pas les mêmes. Donc là, il va falloir vraiment individualiser au regard des difficultés réelles de notre patient. Oui, en fait, il faut que ça fasse écho avec ce qu'ils vivent, quoi. Tout à fait. Sinon, ils peuvent prendre un livre et on en reste là. Ouais. Ils auront cette psychoéducation. Donc, c'est rattaché aussi au quotidien de l'enfant. Le point numéro 4, c'est la mise en activité ou en situation. Bon, alors moi, je suis très friande de ça, j'adore ça, mais c'est leur faire vivre ce que peut vivre l'enfant, en fait. Et c'est aussi intégrer dans cette psychoéducation des petits ateliers dans la peau d'un TDAH, dans la peau d'un enfant qui a un trouble des apprentissages, possiblement un trouble sensoriel. Et c'est ce qu'on transmet beaucoup en formation, mais c'est des petits ateliers qui vont permettre aux parents de vivre un peu l'expérience de leur enfant pour que ce soit impactant pour eux. Et parfois même, je commence la psychoéducation par ça. Est-ce que vous seriez d'accord pour rentrer dans la peau du TDAH là, pendant 5 minutes? Et alors, on leur fait vivre un petit atelier, une expérience. Et là, ils nous regardent. Ah ouais, c'est vraiment pas drôle d'être TDAH. Et c'est ce qui fait que derrière la psychoéducation, ils vont vraiment avoir envie d'écouter parce que c'est pas drôle d'être TDAH. Donc voilà, ça peut être aussi des petites expériences comme ça, très concrètes, qui leur permettent de vivre, en tout cas de ressentir la difficulté de l'enfant. Et puis le point numéro 5, alors construire des pistes concrètes. Eh bien ça, c'est pour rattacher à une autre dimension dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'autodétermination. On va essayer de co-construire des stratégies. Mais quand je dis co-construire, c'est ensemble. Et ça, pour moi, c'est
c'est un peu la conclusion de notre psychoéducation. Mes stratégies, mes objectifs de prise en charge, je ne vais pas les construire à partir de mon bilan. Ok, j'ai bien compris le fonctionnement de l'enfant et ses difficultés, mais je dois tout de suite me rattacher à quels sont les besoins de cette famille, quels sont les besoins de l'enfant, qu'est-ce qu'il a envie de faire progresser lui dans sa vie. Et là, je vais vraiment voilà, me rattacher à une co-construction d'objectifs. Ça prend du temps, forcément, mais on va co-construire nos objectifs ensemble. Et c'est là où on peut utiliser des supports comme vous avez bien dû voir passer Objectif Moi, ça peut être transformer voilà, nos objectifs après un objectif SMART, évidemment, mais on se met d'accord sur quels sont les besoins de la famille, quels sont les besoins de l'enfant à ce moment-là de la prise en charge. Et puis, après tout ça, on en arrive à la clôture de la séance de psychoéducation. Alors, on dit une séance, mais ça peut en être 2, 3, ça dépend. Et donc là, on va toujours s'assurer, ce qu'on disait, pour éviter le oui-oui. Qu'est-ce que vous avez compris de tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Qu'est-ce que vous allez avoir envie de mettre en place par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Et on s'assure que ces parents ils aient une bonne compréhension là, de tout ce qu'on a amené durant cette séance. Et donc, je te fais la transition, mais c'est vrai qu'en utilisant des outils comme Rio, ben, là, c'est grandement aidant à favoriser cette compréhension et de manière très visuelle et on gagne vraiment en compréhension. Implication. En fait, ouais, c'est un peu les 2 étapes qu'il y a dans le schéma. Le format et faire du lien parce que c'est bien d'avoir des formats, mais si en plus le format peut représenter l'enfant, ça fait encore plus de lien avec le vécu et du coup plus d'implication derrière. Il y a une petite question pour toi, Charlie. Très, très sur le terrain, donc c'est bien, c'est la promesse qu'on fait. Comment faites-vous pour proposer aux parents de se mettre dans la peau de leur enfant, par exemple? C'est une question de Gaëtan. Voilà, alors là, bon, faudrait faire une formation complète parce que on propose plein de petits ateliers, de petites choses. Alors, je peux en décrire un, par exemple, mais par exemple, pour le TDAH, c'est important de leur faire vivre l'hyperfocalisation pour qu'ils comprennent pourquoi, quand ils appellent leur enfant pour venir manger alors qu'il est en train de jouer au Lego, ben, il n'entend pas. Ben oui, parce qu'il est en train d'hyperfocaliser sur les Lego. Donc, qu'est-ce qu'une hyperfocalisation? Pour ça, on a des petites vidéos qui invitent à ça. Et il y en a une que vous connaissez tous, c'est la vidéo avec les passes de basket, les dribbles de basket, et puis il y a un singe qui passe et personne ne voit le singe parce que les parents sont en train d'hyper-focaliser sur les passes de basket. Ça peut être ça. Comme ça peut être, dans le TDAH, c'est pareil, on a créé une bande audio, on a une histoire, voilà, c'est une maîtresse qui raconte une histoire, et puis il y a plein de parasites, il y a des cloches de l'église qui sonnent, il y a les bruits dans la récréation, et puis les parents doivent continuer de comprendre le fil de l'histoire malgré les parasites, et à la fin on leur pose des questions sur l'histoire. Ah, ils n'ont pas toutes les réponses puisqu'ils ont été parasités, et c'est ça. Alors, évidemment qu'il n'y a rien de scientifique sous tout ça, mais c'est un peu leur faire vivre. Mais qu'est-ce qu'il peut ressentir cet enfant au quotidien? À quel point c'est fatigant d'écouter une maîtresse en étant parasité comme ça? À quel point c'est perturbant de ne pas avoir les réponses aux questions à la fin alors qu'on a fait l'effort de se concentrer? Et voilà, c'est des petits ateliers comme ça. On a pareil pour le TDC, pour le TSA, etc. Ah, c'est super, c'est incroyable. Je vous invite à la mettre en place dans vos prochaines restitutions. Juste ce petit exercice-là avec le gorille qui passe pendant qu'il y a des passes de basket, je trouve que c'est facile à mettre en place et ça donne une vraie perspective de ce qui se passe un peu dans le quotidien ou dans le cerveau de l'enfant, quoi, au niveau de l'attention. Ok. Est-ce que tu as fini avec ta partie, cette slide, Charline? Oui. Eh ben, génial. Ah ben, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire. Je t'avoue que tu m'as appris. Moi, j'étais pas trop dans la psychoéducation, je l'avais pas investi autant que toi. Et depuis que du coup, je m'intéresse à ce que tu fais au contenu et qu'on a discuté, tu m'as appris pas mal de choses. Et d'ailleurs, je recommande, encore une fois, j'ai échangé avec des psychomotriciens pour créer ce webinaire, etc. Et je vous recommande Formation de Goéland, j'ai eu que des bons retours. Voilà, donc Merci Yanis. allez-y, les yeux fermés, franchement, que des bons retours, j'ai eu, c'est très cool. Mais je rebondis juste en 5 minutes, mais quand on parle de psychoéducation, c'est pas juste entre deux portes, c'est pas juste 5 minutes, et c'est vraiment, c'est un temps à part entière et il faut oser passer le cap de, ok, ouais, je vais me lancer, je vais faire de la vraie psychoéducation pour comprendre l'enjeu derrière et vraiment les répercussions que ça a et oser faire ces temps de psychoéducation. Et moi, je dis toujours, mais aucune rééducation ne devrait commencer sans ces temps de psychoéducation.
ils doivent avoir lieu coûte que coûte. C'est ça, amusez-vous dans les prochains jours avec un patient à faire une psychoéducation la plus aboutie que vous pouvez faire et tester et regarder un peu les résultats sur le suivi, sur l'implication de votre patient, sur les demandes des parents. Et je suis sûr que vous allez voir une grande différence entre une psychoéducation qui a été faite rapidement et une psychoéducation qui a été aboutie. Bon, ben justement, je vais parler un peu de la restitution. C'est le moment dans ton schéma qu'il y avait, Charline. Moi, je trouve que c'est quand même, comme tu l'as dit, un moment clé, car c'est là où on va transmettre notre information. Je sais que on rédige, la pratique du neuropsy, il y a pas mal de similitudes avec les psychomotriciens. Donc, on fait des tests, on rencontre les parents, les patients, on rédige des comptes rendus pendant 3-4 heures, etc. On arrive le jour de la restitution et on se rend compte qu'en fait, on n'arrive pas à transmettre ce qu'on veut. Et ça amène pas mal de frustration. Dites-moi juste dans le chat avec un pouce si jamais vous aussi vous vous rendez compte que des fois vous avez l'impression voilà, le patient ne comprend pas en fait ce que vous êtes en train de dire alors que vous avez tellement bossé dessus. Il n'y a pas de transmettre ce qu'on veut, mais il y a aussi parfois trop transmettre, c'est-à-dire qu'on veut aller dans le détail de notre bilan qui finalement nous concerne nous, mais ne concerne pas tant, ou ne va pas apporter forcément beaucoup plus aux parents, aux patients. Donc, je pense que, en tout cas, en tant que psychologue, on a cette difficulté, ça va être concis et à aller à l'essentiel et ne pas exposer l'entièreté de notre bilan. Exact. Et c'est pas évident d'aller à l'essentiel. C'est pas évident. Et ouais, comme je disais, donc imaginons qu'on fait un gros travail de rédaction, de tests, etc. Et qu'à la fin, on n'arrive pas à se faire comprendre. C'est un peu comme si on construisait une maison, mais du coup, on ne met pas de porte d'entrée. Donc la maison, elle est super jolie, mais si on ne peut pas rentrer dans le vif du sujet et comprendre vraiment ce qui se passe, le but, c'est de se faire comprendre. En tant que professionnel, c'est vrai qu'en master, à l'école, en université, moi, on m'a pas vraiment, c'était rapide. En stage, on m'a un peu appris à faire de la psychoéducation, mais c'est quelque chose qui est arrivé dans ma pratique, en fait, sur le terrain, quoi. Quand on est en face des patients et qu'on se rend compte qu'ils regardent le plafond et que nous, on est en train d'expliquer quelque chose qui est hyper compliqué et qu'on essaie d'être simple, c'est là que tout prend sens. Slide suivante, j'ai du mal à passer les slides, désolé. Voilà. Encore une fois, je rejoins ce que tu disais, c'est qu'en gros, quand le patient, l'enfant, les parents aussi surtout, ne s'impliquent pas, ben, en gros, nous derrière, le patient, l'enfant, il est plus intéressé. Les recommandations, elles sont pas vraiment mises en place parce que du coup, on ne sait pas pourquoi on doit les mettre en place. Et du coup, ça amène pas mal de frustration. Donc en fait, psychoéducation impacte plus qu'on ne le pense sur ce qui se passe derrière. Et surtout, j'ai appris ça en fouillant et tout, en préparant ce webinaire, c'est qu'il y a une étude qui a été faite pour l'OMS en 2003. Il y a plus d'un patient sur deux qui ne s'implique pas vraiment dans, par exemple, c'est surtout pour le TDAH, l'étude, allez sur Internet, où je vous ai mis la ref, qui ne s'implique pas parce qu'en gros, il n'a pas très bien compris pourquoi il devait s'impliquer. Donc, par exemple, souvent on dit moi, je conduis mieux que 99% des autres conducteurs. C'est un biais cognitif. Et en fait, on peut se dire non, mais moi, je sais que je me fais comprendre tout le temps. Mais je suis sûr que non, puisque un patient sur deux ne comprend pas. Donc, c'est juste pour relever le fait que c'est hyper important de le prendre en compte. Et autre chose, c'est qu'en dehors du patient, il y a des répercussions aussi sur vous, les professionnels. Parce qu'en fait, derrière, si vous avez des patients qui sont un peu moins impliqués, du coup, ça crée des rendez-vous non honorés. Ils ne viennent pas. Les suivis qui devaient durer 1 an, 6 mois, ben, en fait, ils durent 1 mois. Derrière, le patient, ben, il n'y a pas eu d'évolution. L'enfant, il n'y a pas eu d'évolution. Et du coup, vous vous dites, mais j'ai fait un bilan, on en a parlé, et pourtant, j'ai le sentiment que je n'ai pas eu l'impact que je devrais avoir. Je ne sais pas si ça vous le fait. Encore une fois, vous pouvez écrire des questions, réagir, mais ce sentiment un peu d'inefficacité. Bon, je ne sais pas, toi, Charline, ce que tu en penses, vu que maintenant tu fais des petits coups d'éducation scolaire. Après, il y a même parfois, alors c'est des cas particuliers, mais je prends par exemple le cas des ados, par exemple. Parfois, une séance de psychoéducation,
En fait, ça leur suffit, c'était ce qu'ils étaient venus chercher, c'était une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Et quand on questionne derrière les besoins, il n'y en a pas tant que ça des besoins parce qu'ils se sont ajustés, ils ont compensé, puis aujourd'hui, ils vivent plutôt bien avec leur TDAH. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas besoin, mais parfois, on se lancerait comme ça dans une rééducation à vouloir leur donner des outils de métaco, des outils de plein d'outils dont ils n'ont pas réellement besoin. Ce qu'ils avaient besoin, c'était de comprendre. Et voilà, parfois, il y a des cas exceptionnels comme ça où, bah oui, il suffit d'une séance de psychoéducation, c'est ce qu'ils venaient chercher, c'est apprendre à mieux se comprendre. Exact. Je rebondis aussi sur une question de Gaëtan, enfin, plus une réflexion qui dit que au-delà de se faire comprendre, parfois en psychomotricité, malgré la restitution et le besoin d'accompagnement, souvent le suivi, il ne s'y met même pas en place du tout, quoi. Donc ça aussi, bon, après, c'est pas peut-être pas tout le temps dû au fait qu'il n'y a pas eu de psychoéducation, etc. Mais je pense que le fait que les patients, les parents soient impliqués, ça joue là-dessus. Bon, après, il y a plein d'autres facteurs aussi, hein. Je rebondis. Je pense qu'il faut être bien outillé, nous dit Anan, pour faire une bonne psychoéducation et surtout la maîtriser. Bon, ben justement, on est là pour ça. Charline propose des formations. Nous, on va vous montrer un outil créé très récemment. En tout cas, si on part sur une psychoéducation sur un trouble, il faut forcément connaître le script clinique de ce trouble-là. Oui, ça paraît assez évident. Si demain je dois faire une psychoéducation sur le trouble du langage oral, je vais être beaucoup moins à l'aise, on est bien d'accord. Donc ça mérite de bien connaître les scripts cliniques, de savoir de quoi on parle. Mais encore une fois, on peut aussi parler d'un fonctionnement, et ça, le fonctionnement, voilà, on peut s'outiller pour ça. Exact. Slide suivante. Ok. Ce que je sais, pour avoir discuté encore une fois sur le terrain avec plein de praticiens, que beaucoup essaient de vulgariser. On essaie quand même un minimum d'adapter le discours. On n'est pas là en train de tous de faire des jargons hyper scientifiques. On sait que l'objectif, c'est de se faire comprendre. Je vois même qu'il y a certains qui ont créé des petites BD, des petites affiches, des cartes mentales, etc. Donc c'est top. Juste le souci et sa réalité du terrain, et là je la partage avec vous, c'est que on essaie de mettre une journée de 48 heures dans 24 heures. En fait, il y a tellement de choses à faire entre la rédaction des bilans, gérer les rendez-vous, continuer à se former, etc., que je sais que c'est compliqué de faire des supports et que ça peut paraître long. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez ce sentiment-là. À chaque fois, moi, je me disais, allez là, je vais essayer de faire des supports, etc., mais ça prend un temps. Bon, maintenant, avec l'IA, il y a des trucs qui vont plus vite, c'est sûr, mais ça prend quand même du temps pour avoir un contenu assez quali, quoi. Je sais pas toi aussi, Charline, ce que tu en C'est penses. surtout que le support qu'on va faire, on va surtout chercher à le généraliser, enfin, c'est globaliser. On va Ouais, faire une carte mentale ou un diapo sur qu'est-ce que le TDAH, etc. Mais on ne va pas l'individualiser à notre patient. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important que la psychoéducation elle soit individualisée. Et c'est ce que aussi Brio propose et ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on ne sort pas avec quelque chose qui pourrait correspondre à n'importe quel patient. C'est quelque chose qui reprend les éléments de notre bilan et donc qui va vraiment correspondre au patient qu'on a en face de nous. exact. Parce que c'est vrai qu'expliquer un TDAH de manière généralisée, maintenant, avec tout ce qui se passe tout sur le net, c'est assez simple. On peut créer des images. Mais après, le plus dur, c'est de le personnaliser en fonction, comme tu disais, je crois que c'était l'étape 3, du vécu et faire du lien avec le patient. Ok. Et du coup, on est parti d'un constat, c'est que même si on met de l'effort et qu'on fait des textes, du vulgarisation, etc., il y a une vérité, c'est une réalité du terrain, c'est que l'enfant, en fait, il comprend bien, surtout mieux quand il voit, et comme on disait juste avant, quand il se reconnaît, et surtout quand il peut avoir accès au support. Parce que si je lui montre une fois une vidéo de lui, une vidéo où on lui explique le TDAH en fonction de ce qu'il vit au quotidien, dans une semaine, je pense qu'il aura oublié. Donc l'important, c'est qu'il puisse retrouver ce support, se reconnaître et avoir un support assez visuel. Et je sais, encore une fois, que ce n'est pas évident à faire quand on a 15 000 trucs à gérer au quotidien. Voilà. Bonjour Lucas, je vais t'expliquer quelque Petite pause. Donc voilà, en fait, je vais vous montrer une petite démo de Brio. Mais en fait, surtout, pour vous montrer rapidement ce que ça donne, c'est que ça, on a un format texte, une sorte de psychoéducation, on parle un peu de la recommandation, etc. Et ensuite, Brio, ça transforme tout ça en format visuel.
Vous avez plusieurs formats, ça peut être une BD, une vidéo, je vais vous montrer tout ça après, ou une carte de compréhension. Mais le but, c'est vraiment d'être le plus visuel possible. Tout à l'heure, il y avait une question qui disait comment faire quand il y a des parents ou des enfants qui ne comprennent pas très bien le français. Encore une fois, le visuel, c'est hyper important. Bon, là, je vous montre un peu les résultats, les retours qu'on a eu sur le terrain. Donc, tout ça, c'est que des psychomotriciens. Psychomotriciennes, parce que je n'ai pas rencontré un psychomotricien homme pour l'instant. Vous êtes 100% au féminin. Il y en a, mais... Ouais, mais levez le pouce, les psychomotriciens, parce que j'en ai pas encore rencontré un. Donc, levez le pouce si vous êtes là. Hop, pas de pouce levé. Voilà. Voilà. Que des femmes. Michael. Oui, Michael, ça c'est bon. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a déjà des praticiens qui l'utilisent. Je vous montre là, certains restent sans voix. Ça motive les enfants, c'est hyper efficace. Voilà, là, la fillette était ravie parce qu'elle s'est reconnue, le fait qu'on dise son prénom. Et là, elle dit même que c'est la mère, en réalité, qui a enfin compris le bilan. Parce que c'est vrai que des fois, on pense qu'on le fait pour l'enfant, mais en fait, c'est les parents qui comprennent mieux ce qu'on essaie d'expliquer. Du coup, je vais vous présenter Brio pour faire des restitutions des restitutions très compréhensibles, simples, vulgarisées, avec un support visuel attrayant. Let's go. Donc, on va partager quoi? On peut partager. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est plus les slides. Est-ce que Charline, tu valides? Je vois ton écran, oui. C'est génial. Donc là, on est sur Brio. Donc, ce que je vous propose de faire, on va faire un truc assez simple pour la présentation, c'est qu'on va essayer de présenter une restitution en format vidéo. Okay, donc, je vais cliquer sur créer une restitution. Là, je vais coller ma conclusion. Donc, bien évidemment, tout est sécurisé, stocké sur des serveurs français, HDS, comme les hôpitaux. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et je vais mettre ma conclusion. Donc, moi, j'ai préparé une petite conclusion pour un enfant qui avait une dyspraxie. Ok, je la prépare. Voilà, je la colle ici. Elle est là, Lucie. Je vais choisir le format vidéo. Je vais l'appeler Lucie. On va mettre qu'elle a 8 ans. Féminin. Là, on est en train de vulgariser votre conclusion. Ok. Vous avez des paramètres ici à côté pour choisir si, par exemple, vous voulez inclure les termes diagnostiques. Je sais que parfois, certains praticiens ne veulent pas parler qui est de TDAH dans la vidéo. Ils ne veulent pas que ce mot ressorte. C'est vraiment au bon vouloir. Vous pouvez dire que le niveau de vulgarisation, par exemple, voilà, pour les enfants TSA, ils ont du mal un peu avec la vulgarisation très imagée. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire, je veux que ce soit un peu plus technique. Moi, j'aime bien mettre un niveau à 1.1. Vous pouvez ajouter des illustrations dans la vidéo, etc. Une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de cliquer sur suivant. Vous pouvez choisir des avatars. Donc là, c'est ce qui est top, c'est que, par exemple, si vous faites une restitution, vous pouvez dire à l'enfant, bon, ben, viens choisir ton avatar. Choisis quel avatar tu veux prendre. Et au moins, ça le fait participer encore plus dans la restitution et ça le fait s'impliquer encore plus. Donc, si c'est une fille, moi, j'aime bien choisir Sophie. Je la trouve cool, Sophie. On clique sur suivant et on génère la vidéo. Moi, j'ai déjà préparé la vidéo parce que sinon, il faut à peu près 5 minutes pour la faire et on n'a pas énormément de temps. Je vais vous la présenter. Voilà. 2 secondes, désolé. Elle est où la vidéo? Voilà. Il faut juste que vous me validiez que vous entendez bien, la vidéo. Si elle veut bien se lancer. Est-ce que vous voyez? On voit plus ton écran là, Yanis. Ah, vous ne voyez plus, d'accord. Ok.
Bougez pas. Et je vais partager celle-ci. Voilà. Est-ce que c'est OK? Ça charge. Ouais, c'est bon, on voit, on voit. Tu as vraiment fait un super travail. Je vais t'expliquer ce qu'on a découvert. On a remarqué que tu as ce qu'on appelle un trouble développemental de la coordination ou dyspraxie. Cela signifie que tu as des difficultés à planifier et à réaliser des gestes précis, comme écrire ou dessiner. Imagine que tes mains sont comme des pièces d'un puzzle qui doivent s'assembler parfaitement. Mais parfois, elles ont besoin de plus de temps pour trouver leur place. Cela peut rendre certaines tâches, comme l'écriture en classe, un peu plus compliquées. Parfois, tu peux te sentir un peu perdu sur la feuille, comme si tu cherchais un chemin dans un labyrinthe. Mais ne t'inquiète pas, cela ne définit pas qui tu es. Tu as aussi de super compétences, comme ta créativité ou ta capacité à réfléchir à des idées originales. Avec un peu de pratique et de patience, tu peux apprendre à mieux gérer ces défis. Souviens-toi, chaque petit pas compte et tu as déjà fait un grand pas en avant en participant à ce bilan. Je suis là pour t'aider à avancer. Merci Sophie. Donc là, vous avez vu qu'en gros, enfin, vous n'avez pas vu la conclusion, mais tout ce qu'elle dit, par exemple, les points forts, etc., c'est tiré de la conclusion, la créativité, etc. Sinon, elle ne l'aurait pas dit. Et il y a toujours un aspect de valorisation, parce que c'est important. Je sais qu'il faut parler aussi d'un peu des points forts, des points faibles, pardon, des axes d'amélioration, mais toujours mettre une valorisation. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, avec un petit plus, si déjà vous pensez que ce genre de vidéo, ça peut aider votre patient. Et je vais vous montrer maintenant, on va basculer sur, par exemple, créer une BD. Créer une BD. Je ne sais pas si toi, tu as testé la BD, Charline. Alors, Déjà. moi, je suis fan de la carte mentale. J'aime beaucoup les BD aussi. Alors, Ok. les vidéos, je les aime beaucoup. C'est simplement que souvent, en fait, je fais la vidéo en parallèle Mhm. de la carte mentale et je leur dis plutôt, ben, comme ça, tu peux rentrer avec la vidéo, tu l'écouteras à la maison et je leur présente la carte mentale. Ouais, génial. Ce qui est important, du coup, juste avant de vous montrer la BD, c'est que, en fait, quand vous allez dans vos supports, vous pouvez repartager. Vous pouvez la télécharger déjà, mais vous pouvez, par exemple, mettre un QR code à la fin de votre bilan pour que les enfants, les parents avec l'enfant puissent regarder la vidéo à la maison. Vous pouvez l'envoyer par mail ou copier juste un lien et leur envoyer par mail aussi. Ça permet de revoir la vidéo à tête un peu plus reposée et, euh, et la revoir encore plein de fois pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, quoi. Allez, on va créer une petite BD. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas créer une restitution. Allez, si, je vais créer une restitution. Je vais choisir la BD cette fois-ci. Je vous montrerai la carte de compréhension après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir, par exemple, un exemple pour un enfant dysgraphique, enfin, avec des troubles de l'écriture et qui a un peu du mal avec l'écriture. Je prends la conclusion que je vais coller. Voilà, toujours pareil. Vous pouvez mettre des choses en avant. Imaginons que vous voulez dire, moi, dans ma conclusion, je veux vraiment axer sur les difficultés pour écrire en minuscules. Je vous donne vraiment n'importe quoi. Mais du coup, Brio va le prendre en compte et va l'intégrer dans la conclusion. Donc là, on choisit la BD. On va l'appeler Théo. Voilà, très bien. J'avais préparé Théo. Ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir choisir ensuite le style de BD que vous voulez. Voilà. Sélectionner le personnage. Donc, par exemple, ça, c'est pour personnaliser en plus la BD. Imaginons que l'enfant soit blond ou on va mettre les cheveux noirs. Et vous choisissez un style. Suivant. Là, vous pouvez venir ajouter des phrases, etc. dans la BD, venir modifier ce qui se passe. Ce n'est pas le but de la démo, mais c'est pour vous montrer que vous avez vraiment un contrôle sur tout ce qui va sortir en gros, pour que vous puissiez vraiment avoir le rendu final qu'il vous faut. Vous pouvez, voilà, par exemple, venir modifier les phrases qu'il y aura dans la BD. Vous pouvez les réordonner comme ça. Et ensuite, vous cliquez sur créer la BD. Moi, j'ai déjà préparé une petite BD pour vous montrer ce que ça donne. Elle est là. Et voilà ce que ça donne. Donc, une BD qui reprend la conclusion
Et là, c'est pour dysgraphie. Donc, voilà. À l'école, je comprends bien les signes. J'écris, je dois beaucoup me concentrer. Je veux vraiment bien faire. Quand j'écris, ça devient difficile, etc. Je tiens mon crayon et à la fin, toujours une valorisation, c'est toujours important. Donc ça, vous pouvez le télécharger, le mettre dans votre document, ou alors ce que font beaucoup, c'est que première séance de suivi, ils le montrent à l'enfant. Est-ce que tu te rappelles les résultats qu'on a fait la dernière fois, ce dont on a discuté avec papa et maman, et ils rediscutent ensemble de la BD. Yep. Bon, dites-moi si vous avez des questions. Ah, je crois qu'il y a des questions. Faisable en autre langue. Pour l'instant, c'est que le français. Ouais, pour l'instant, c'est que le français. Je ne veux pas vous dire qu'on va le mettre en espagnol ou en anglais. Pour Oui, l'instant, si on l'a en PDF et qu'on le met dans Google Trad, Ah, ok. ça le traduit. Ouais, peut-être. Bonne strat, exact. Donc, encore une fois, vous pouvez venir le partager, le donner à votre patient, etc. QR code, ce que vous voulez. Le but, c'est que ce soit partageable, vraiment. Et ce qu'ils aiment, enfin, les enfants aiment bien repartir avec pour pouvoir le montrer. Et si l'autre parent n'était pas là à la restitution, ils peuvent montrer la BD, ils peuvent le montrer aux grands-parents, aux frères et sœurs. Et voilà, ça permet d'élargir aussi justement les répercussions de la psychoéducation aux autres membres de la famille. Exact, exact. Ouais, c'est vrai que ça permet. Ça s'est déjà passé en plus récemment. Ils le prennent et ils le remontrent, même à leur grand frère ou etc. C'est ce qui s'était passé. Donc, ouais, en fait, le but, c'est qu'ils puissent le partager. Allez, petit bonus. On vient de rajouter une fonctionnalité et celle-là, je la trouve très cool. Je ne sais même pas si tu l'as vu, toi, Charline. C'est que on peut expliquer une conclusion, c'est bien, mais on peut aussi expliquer juste un trouble, par exemple, ou une situation. Je vous donne un exemple. Et vous voulez expliquer, allez, bon, voilà, bon, TDAH, par exemple. Et vous allez ajouter du contexte. Donc, par exemple, si vous voulez dire que vous voulez expliquer le TDAH et vous voulez dire pendant qu'il fait ses devoirs ou alors pendant que la maîtresse donne les consignes. En fait, vous allez ajouter du contexte. Par exemple, aujourd'hui, une praticienne, elle a parlé de dysgraphie et lui, il adorait faire des Legos. Elle a marqué pendant les Legos, etc. Et ça va vous sortir une vidéo ou une BD, c'est vous qui choisissez, qui explique la dysgraphie, mais en faisant du lien avec le quotidien du professionnel, de l'enfant. Je vous montre une petite vidéo, je crois que j'en ai une autre, qui explique la dysgraphie avec une autre avatar en plus, donc moi, vous pouvez voir un peu. Voilà. Partager cet onglet. Bonjour Lila. Vous entendez? Ouais, vous entendez. Je vais juste couper mon micro parce que sinon ça fait écho. Quelque chose d'important sur ton cerveau. Ton cerveau est un peu comme une voiture, avec un moteur très puissant. Ce moteur peut aller très vite, avoir plein d'idées et beaucoup d'énergie. Parfois, ton cerveau peut penser à beaucoup de choses en même temps. Il peut aussi avoir envie de bouger, de parler ou de faire quelque chose tout de suite. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas d'efforts, c'est simplement parce que ton cerveau fonctionne un peu différemment. On appelle cela le TDAH. Cela veut dire que ton cerveau a un moteur très fort, mais qu'il peut parfois avoir besoin d'aide pour utiliser ses freins. Les freins servent à ralentir, attendre et rester concentré plus longtemps. Bon, désolé, c'était pour le TDAH, mais au moins vous comprenez ce que ça peut vulgariser. Donc en fait, le but, c'est de vulgariser au max tout en gardant un côté, en gardant l'essentiel. Parce que des fois, vulgariser, ça peut être compliqué. On va perdre des éléments hyper importants et c'est dur de l'adapter. Donc, nous, on a travaillé longtemps là-dessus pour avoir un résultat qui correspond à notre pratique, on va dire, et à la clinique quand même. Allez, je vous montre un dernier format. Dani, j'allais dire, avec tout ce qu'on peut modifier, c'est la carte mentale, où on peut vraiment ajuster notre vocabulaire à nous s'il y a des mots qui ne nous correspondent pas. Donc finalement, on se retrouve tout le temps avec un support qui correspond à ce qu'on voulait dire parce qu'on peut le personnaliser aussi.
Ouais, c'est ça, exactement. Je vais vous montrer, donc du coup, par exemple, ce dont elle parlait Charline, la carte de compréhension tout à l'heure. Voilà, je repartage. Donc là, je vais vous montrer une carte de compréhension, donc un document que vous allez pouvoir donner à l'école. Il y a un format aussi que vous pouvez donner à l'enfant, aux parents. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un format pour l'école, ça peut être intéressant. Donc, créer une restitution. Pareil, vous mettez votre conclusion. Bon, moi, j'ai mis une conclusion rapide. Carte de compréhension. Continuer vers la création. Je mets le prénom. De toute façon, je vais vous montrer ce que ça donne après, hein. Là, c'est juste pour vous montrer comment on génère. Vous pouvez voilà, choisir pour l'école, pour le passer à l'entourage. Donc, pour l'école, elle est top parce qu'en gros, si vous allez à une ESS ou etc., vous prenez ce document avec vous, vous pouvez l'imprimer et le distribuer à tous les enseignants. Je vais vous montrer. On analyse la conclusion. Et c'est là, c'est ce que disait Charline. Là, ce sont les différentes sections de la carte. Et vous allez pouvoir venir modifier tous les éléments, les enlever si vous ne les trouvez pas pertinents, les ajouter, etc. Vraiment, tout est modifiable. Ensuite, vous cliquez sur générer la carte et vous allez obtenir une carte de compréhension qui ressemble, par exemple, à ça. Donc là, ça, c'est pour l'école. Là, c'est pour l'école, c'est pas pour l'enfant. Le vocabulaire, il est un peu technique. Il est vulgarisé, mais il reste un peu technique. Par exemple, voilà, un point d'appui pour l'accompagner, valoriser la compréhension des consignes. La production écrite, ça, c'était pour un enfant qui avait des difficultés d'écriture. Là, on dit les points de vigilance, la production écrite est lente, ça demande beaucoup d'attention, il se fatigue, etc. Ce qu'il y a en classe, les points d'appui et le profil, on va dire, une petite phrase qui récapitule le profil de l'enfant. Donc ça, vous l'imprimez, vous le mettez en QR code ou n'importe quoi, et quand vous allez à l'ESS ou quand vous avez besoin de partager des informations avec un professionnel, vous pouvez l'envoyer. Ça reste ça reste ça donne des points importants. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charline, de carte pour l'école. Oui, alors pour le coup, j'utilise, comme je disais, beaucoup les cartes mentales. Alors celle-là, par exemple, moi, je l'ai utilisée autrement. On a préparé justement une ESS avec un enfant. Donc avec l'enfant, on a discuté ensemble de qu'est-ce qu'il voulait transmettre à l'ESS, qu'est-ce qui était important pour lui de dire. Et du coup, on a repris chaque point et on les a co-construits ensemble. Comme ça, moi, je suis allée à l'ESS avec la carte mentale, mais qui avait été co-construite avant avec l'enfant. Donc j'avais tout ce qui était important pour lui à transmettre. Et puis, pour la carte mentale pour l'enfant, moi, je me revois, en fait, c'est une des premières utilisations que j'ai faites de Brio, c'est la carte mentale. Et je me revois à cette restitution de bilan où j'ai dit à la petite, je dis, voilà, je vais beaucoup discuter avec maman, peut-être que tu ne vas pas tout comprendre, mais sache qu'à la fin, et je lui ai montré la carte mentale, je dis, on reprendra ce support-là avec toi et tu pourras comprendre avec des mots plus simples. Et là, la petite, elle avait des grands yeux tout pétillants et la maman aussi. Et la maman, elle me dit, mais on sort d'un parcours diagnostique, on a fait plein de bilans, on n'a rien compris. Et là, de voir que vous avez une carte mentale pour Stécie, elle s'appelait Stécie, pour Stécie, c'est génial. Et je les revois me dire, mais c'est vraiment génial, quoi. Et la petite, elle a vraiment, du coup, voilà, c'était des mots beaucoup plus simples, un petit peu vulgarisés, mais très accessibles pour elle. Et vraiment, c'était chouette de finir cette restitution de bilan là-dessus, pour le coup. Ah, génial, super ça comme retour terrain. Incroyable. Et je réponds à une question aussi dans le chat. Est-ce que Brio fonctionne avec des enfants en situation de polyhandicap? En fait, l'application s'adapte à votre contenu. Donc, c'est votre conclusion qui va prendre le dessus. Donc, bien sûr que ça s'adapte. Est-ce que les bandes dessinées s'adaptent aux personnes présentant des déficiences visuelles, donc noir et blanc? Ben, ça tombe bien parce qu'il y a une BD en style noir et blanc, un peu manga. On avait fait pour les ados parce qu'ils lisent des mangas, donc vous pouvez très bien l'utiliser en format noir et blanc. Voilà, donc après, vous avez la carte mentale pour l'enfant, donc ce dont parlait Charline. C'est le même procédé, mais je vais vous montrer juste un exemple. Je ne vais pas montrer la génération, mais juste un exemple. Voilà, c'est plus imagé. Moi, c'est juste un test, hein. Il y a beaucoup d'images, c'est très coloré. Et là, c'est hyper vulgarisé pour le coup. C'est vraiment pour l'enfant. Mais vous pouvez très bien le montrer aussi aux parents pendant la restitution ou même après, hein. Et pareil, il y a le petit encart mes objectifs. Alors, moi, personnellement, celui-là, je le laisse vide parce que j'aime beaucoup co-construire les objectifs avec
le patient et sa famille. Donc, justement, à la fin, c'est au regard de tout ce qu'on s'est dit là, qu'est-ce qu'on note comme objectif pour la fois prochaine? Qu'est-ce qu'on décide ensemble de mettre en place? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et là, on vient remplir ensemble, du coup, où l'enfant même écrit ses objectifs à lui qu'on construit. Ah ouais, génial. Génial, j'avais pas pensé à ça. Incroyable. Ok, donc tu laisses vide une case pour que lui puisse le remplir à sa manière et ensemble, quoi. Les objectifs, oui, je les laisse vider. Ah ouais, génial. Ok. Ok, donc je vous ai montré Brio. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc je vous ai montré les différents supports. Vous pouvez ensuite vraiment venir l'adapter, le prendre en main, le mettre un peu comme vous le souhaitez. Peut-être ça peut être pendant la restitution, ça peut être après, ça peut être quand vous êtes seul avec l'enfant. Mais ça vous permet en quelques clics, vous avez vu, c'est hyper rapide de venir faire un document personnalisé qui reprend vos mots, que vous pouvez modifier quand vous voulez et surtout dont l'enfant se reconnaît, quoi. C'est ça qui est hyper important. En tout cas, ça a toujours été l'objectif de l'équipe, c'est d'avoir un truc assez quali, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Est-ce que tu as des... Quand tu l'as vu, toi, Charline, la première fois que tu l'as vu, tu l'as utilisé directement? C'était pour faire quoi? Carte de compréhension? Oui, la carte de compréhension, j'ai aussi fait des BD, j'ai fait les vidéos, j'en ai Ok, fait plusieurs fois, ouais, effectivement. ok. Et juste pour vous dire, en ce moment, on a un groupe WhatsApp. Peut-être qu'il y a des participants qui y sont, où il y a 15 psychomotriciennes. On avait fait un petit challenge là. Elles nous ont aidé à co-construire l'outil. Donc, pour vous dire qu'en fait, l'outil, il ne sort pas juste de nulle part comme ça. Il a été co-construit avec des personnes de votre profession qui nous ont dit ça, c'est nul, ça, franchement, c'est trop bien, ça, il faut le changer. Ça, je l'ai montré en restitution, ils n'ont rien compris. Donc, ce n'est pas juste sorti du chapeau, c'est important de le dire. Et on a travaillé avec des psychomotriciens là-dessus, quoi. Ok, il y a d'autres questions. Alors, je regarde parce qu'il y a des questions dans le chat. Si j'arrive à retrouver le chat. Là. Question. Merci beaucoup. La carte. Ok, donc ça, tu as répondu, Charline, c'est parfait. Ok. Ok, parfait. Quel est le tarif de cette application? Ben justement, on y vient. En plus, on a déjà débordé de 10 minutes. Je suis désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un. Donc là, on a vu que, en gros, l'objectif, le problème, c'était pas la manière dont vous expliquez, c'était plus le format, que ça demandait énormément de temps. L'objectif, c'est que vous soyez compris par vos patients. Donc, en fait, on a fait un accès un peu particulier pour tous les inscrits au webinaire. C'est un accès complet à Brio avec des supports en illimité. Donc, en fait, ça vous permet de venir créer des supports quand vous faites une restitution, quand vous avez besoin d'expliquer que ce soit une dysgraphie, que ce soit n'importe quoi, vous avez besoin d'expliquer, vous avez besoin d'un format autre que du texte, vous allez pouvoir venir utiliser Brio. Je vous montre les tarifs, je vous montre l'offre. Alors, elle est où l'offre? Elle est là. Bougez pas. Je suis désolé, j'ai plein d'onglets ouverts. Je vous la mets dans le chat. Je sais pas si je peux mettre dans le chat. Et je vous la présente. Voilà. Donc, comme on a fait spécial avec des accès illimités à Brio. Donc, vous avez un accès complet, vous avez des compréhensions de l'école, ce que je vous ai montré. C'est moi qui ai un écho ou... Je crois que c'est toi, Charline. Merci. Vous avez accès à un groupe WhatsApp aussi avec toutes les personnes qui ont commencé l'aventure avec nous sur Brio. Donc l'offre, elle est dispo jusqu'à mercredi. C'est un genre de lancement qu'on fait, comme elle vous a dit Charline. On vient de lancer, nous on a lancé Brio il y a un mois à peu près. Donc l'objectif, c'est de le montrer au plus grand nombre, de l'adapter, avoir le max de retours possible. Donc on essaie de faire découvrir Brio le plus rapidement possible au plus de monde possible. Je vous ai envoyé le lien, vous allez recevoir aussi par mail du coup cette page-là. Voilà, vous savez à peu près tout pour l'instant. S'il y a d'autres choses, je vous l'écris par mail. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur l'offre, par exemple,
Si vous vous dites que vous n'allez pas l'utiliser, comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser à tout moment du suivi, que ce soit en restitution, que ce soit en premier suivi, que ce soit en fin de suivi, que ce soit par exemple pour partager avec la famille un document, avec l'école. Voilà, le but c'est l'implication. Si vous n'avez pas le temps, ça tombe bien parce que Brio hyper rapide. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le truc. Si vous avez des questions là sur l'offre, on peut prendre 5 minutes pour y répondre. Vous allez vraiment tout recevoir par email, donc n'hésitez pas. Charline, est-ce que tu as des points sur lesquels tu veux qu'on insiste avant de terminer? Je suis désolé, on a débordé de 10 minutes. Je sais Non, moi, j'insiste sur le fait que quand on y goûte, on ne sait plus faire une restitution de bilan, une psychoéducation sans. Donc voilà, je peux que vous encourager en tout cas à aller tester, à aller essayer et vous rendre compte du coup de l'impact que ça a derrière sur l'enfant et ses parents, parce que effectivement, on va s'en servir pour l'enfant, mais ça permet aussi vraiment de synthétiser tout ce qu'on a dit avant aux parents. Et voilà, c'est vraiment un outil. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez créé pour Brio. C'est vraiment un très bel outil pour les psychomotriciens. Yes, c'est génial. Ah ben, écoute, merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'interaction. Merci pour avoir participé, pour avoir montré l'importance de la psychoéducation. Comme j'ai dit à chaque fois, on n'en parle pas assez. On va faire un peu des posts là-dessus aussi sur les réseaux. Et voilà, à tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit plus si vous avez l'impression que Brio, ça peut vous aider au quotidien, aider votre patient, aider en implication. Super. Ah ben, ça fait vraiment plaisir. Je ne vous garde pas plus. Vous allez sûrement recevoir par mail, je préfère vous le dire direct, le récap, le replay, etc., l'offre de Brio. Voilà. Et puis, si jamais vous avez des collègues psychomotriciens qui sont intéressés, n'hésitez pas à partager. Comme je vous ai dit, on a un lancement et ça fait super plaisir, un peu de force. Voilà. Ben, merci à tous. Prenez soin de vous. On se retrouve sur les réseaux. Merci Charline. À la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci.